Lorsque Maya Rodriguez, 23 ans, entra dans l'hôtel le plus cher de Manhattan par cette froide nuit de décembre, elle n'aurait jamais imaginé qu'une décision désespérée allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de l'homme le plus puissant de New York. Ce qu'elle pensait être sa plus grande honte allait devenir sa plus grande force. Les néons de l'hôpital Mount Sinai bourdonnaient au-dessus de sa tête, tandis que Maya serrait la main de sa jeune sœur, regardant Sophia, 17 ans, dormir paisiblement malgré le labyrinthe de tubes et de fils entourant son corps fragile. Le docteur Peterson venait d'annoncer la nouvelle qui bouleversait le monde de Maya. « Leucémie aiguë lymphoblastique », avait-il dit d'une voix à la fois clinique et compatissante. « C'est une maladie agressive, mais traitable. Cependant, le protocole de traitement que nous recommandons coûtera environ 400 000 $ sur les 18 prochains mois. » La mère de Maya, Carmen, s'était effondrée sur la chaise d'hôpital, son uniforme de femme de ménage encore trempé de sueur après sa double garde. Leur père les avait abandonnés alors que Sophia n'avait que 5 ans, laissant Carmen élever ses 2 filles avec des emplois au SMIC. Elles avaient une assurance maladie de base, mais elles ne couvraient même pas la moitié des besoins de Sophia. « Il doit y avoir un autre moyen », murmura Maya, la voix brisée en voyant la poitrine de sa sœur se soulever et s'abaisser à chaque respiration laborieuse. L'expression du docteur Peterson s'adoucit. « Il y a des essais cliniques, mais le cas de Sophia est trop avancé. Elle a besoin d'un traitement immédiat et agressif. Je suis désolé, mais sans financement adéquat. » Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Ce soir-là, Maya arpenta les rues de New York jusqu'à ce que ses pieds saignent dans ses chaussures usées. Elle avait 847 $ sur son compte. Épargne, sa mère environ 200 $. Et Sophia avait peut-être 3 semaines avant que son état ne devienne critique. Maya cumulait 2 emplois, barista le jour et tutrice à temps partiel le soir, mais même en travaillant sans relâche pendant les 5 années suivantes, elle ne parviendrait pas à gagner assez d'argent assez vite. En passant devant les vitrines étincelantes des boutiques de luxe et des restaurants haut de gamme, une idée germa dans son esprit. C'était désespéré, dangereux et contraire à toutes ses convictions, mais c'était la seule option envisageable. Maya passa les 2 jours suivants à faire des recherches sur les hommes les plus riches de la ville. Elle avait besoin de quelqu'un avec suffisamment d'argent pour que 400 000 $ soient de la petite monnaie, quelqu'un qui valorise la discrétion et qui ne pose pas trop de questions. Ses recherches la menèrent à un nom qui figurait dans toutes les listes, Alexander Blackwood. À 32 ans, Alexander Blackwood était le plus jeune milliardaire de New York, ayant hérité de l'empire immobilier de son père et l'ayant décuplé grâce à des investissements judicieux et des stratégies commerciales impitoyables. Il était connu pour sa discrétion. Il buvait des femmes comme la plupart des gens boivent du café, rapidement et sans trop réfléchir. Plus important encore, il était connu pour sa discrétion. Il n'avait jamais été associé à un scandale. Pas d'histoire de baisers et de confidences, pas de photos de paparazzi. Si Maya devait faire cela, et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle y songeait, il semblait être sa meilleure option. Le plan était simple en théorie. Trouver un moyen de le rencontrer, lui faire sa demande, récupérer l'argent et disparaître. Elle sacrifierait une nuit pour sauver la vie de sa sœur. La logique était froide et calculatrice, mais Maya avait l'impression de se noyer, et c'était la seule bouée de sauvetage qu'elle voyait. Elle découvrit qu'Alexander fréquentait l'Oak Bar du Plaza Hotel tous les vendredis soirs. C'était sa routine, un dîner d'affaires avec des clients, puis 2 verres au bar exactement avant de rejoindre son appartement en attique, à 15 pâtés de maison de là. Maya n'avait qu'une seule chance de réussir. Le vendredi soir arriva avec un mélange de neige et de pluie qui fit scintiller les rues de la ville sous les lampadaires. Maya resta debout devant l'hôtel Plaza pendant près d'1 heure, regardant hommes et femmes fortunés franchir les portes dorées comme s'ils possédaient le monde. Elle avait emprunté la plus belle robe de sa colocataire, une simple robe de cocktail noir qui paraissait chère de loin, et dépensé ses 60 derniers $ pour se faire coiffer et maquiller dans une école d'esthétique du Queens. Elle avait l'air d'être la personne idéale, mais intérieurement, elle se sentait comme une imposture. À 21h47 précise, Alexander Blackwood entra seul au Oak Bar. Maya le reconnut immédiatement grâce aux photos qu'elle avait étudiées avec obsession. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des cheveux noirs qu'il semblait avoir passés entre ses doigts, et des yeux qui semblaient cataloguer chaque détail de son environnement. Il portait sa richesse comme une seconde peau, pas tape à l'œil,
mais incontestablement cher. Maya attendit 15 minutes avant d'approcher du bar. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Alexander était assis seul, parcourant les pages de son téléphone, un verre de whisky intact devant lui. « Ce siège est-il pris ?» demanda Maya, surprise par la fermeté de sa voix. Alexander leva les yeux, et l'espace d'un instant, Maya oublia comment respirer. Ses yeux étaient d'un bleu plus profond qu'elle ait jamais vu, et il semblait voir clair à travers sa façade soigneusement construite. « C'est le cas maintenant, » répondit-il en désignant le barman. « Qu'est-ce que tu bois ?»« Du vin rouge. Quelque chose de cher, » dit Maya, regrettant aussitôt l'évidence. Les lèvres d'Alexander s'étirèrent en un léger sourire. Marcus apporte à la dame un verre de Bordeaux 1982. Il étudia le visage de Maya comme s'il l'avait mémorisé. « Tu es nerveuse. » Ce n'était pas une question, et Maya se sentit exposée sous son regard intense. « Ne devrais-je pas l'être? Ça dépend de ce qui te rend nerveuse. » Alexander ferma son téléphone et lui accorda toute son attention. « Tu es là pour me séduire, me voler ou me proposer une idée de start-up qui va changer le monde ?» Les répliques soigneusement répétées de Maya s'évaporèrent. Elle se retrouva à le regarder dans les yeux, et l'espace d'un instant, elle oublia pourquoi elle était là. « Et si je disais les trois ?» Alexander rit, d'un rire riche et sincère. « Alors je dirais que tu es la femme la plus intéressante que j'ai rencontrée depuis des années. » Il leva son verre. « Aux femmes dangereuses aux intentions cachées. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter, et Maya découvrit qu'Alexander Blackwood n'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Il était vif et spirituel, mais pas cruel. Il posait des questions pertinentes et écoutait attentivement ses réponses. Lorsqu'elle lui expliqua qu'elle était étudiante en littérature à Columbia, ce qui était vrai, même si elle avait dû abandonner ses études 2 ans plus tôt lorsque sa mère était tombée malade, il se lança dans une discussion passionnée sur la fiction américaine contemporaine qui dura 40 minutes. Maya se surprit à rire sincèrement pour la première fois depuis des semaines, oubliant momentanément la raison de sa présence. Ce n'est que lorsqu'Alexander fit signe de « est payé » que la réalité la rattrapa. « Veux-tu poursuivre cette conversation dans un endroit plus intime ?» demanda-t-il sans la quitter des yeux. La gorge de Maya s'assécha. C'était le moment, l'heure de vérité. « Chez toi ou chez moi ?» parvint-elle à demander. « Chez moi, c'est plus près. » L'appartement en attique d'Alexander occupait tout le dernier étage d'un immeuble surplombant Central Park. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur les lumières de la ville et chaque meuble semblait appartenir à un musée. Maya essaya de ne pas rester bouche bée, mais elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. « Je peux vous servir quelque chose? Un autre verre, de l'eau, à manger ?» demanda Alexander en accrochant son manteau dans un placard plus grand que la chambre de Maya. « En fait, » dit Maya, s'efforçant d'être directe, « il faut qu'on parle de la vraie raison de ma présence ici. » Alexander marqua une pause, se servant un autre whisky. « Je t'écoute. » Maya prit une grande inspiration et se lança dans le discours qu'elle avait répété 100 fois. Elle lui parla de Sophia, du diagnostic, du coût exorbitant du traitement. Elle expliqua qu'elle n'avait rien d'autre à offrir qu'elle-même et qu'elle était prête à passer une nuit avec lui en échange de l'argent qui sauverait la vie de sa sœur. Alexander l'écouta sans l'interrompre, l'air indéchiffrable. Lorsqu'elle eut terminé, le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. « Tu me demandes de te payer pour du sexe » dit-il finalement. « Oui. » Maya leva le menton, refusant d'avoir honte. « Je te demande de sauver la vie de ma sœur. » Alexander s'approcha de la fenêtre et contempla la ville un long moment. Lorsqu'il se retourna vers Maya, son expression avait complètement changé. « Non, » dit-il simplement. Maya sentit son cœur s'arrêter. « Non? Je ne te paierai pas pour du sexe. Ce n'est pas moi, et surtout, ce n'est pas toi. » Alexander posa son verre et se rapprocha d'elle. « Mais j'aiderai ta sœur. » Maya le fixa, perplexe. « Je ne comprends pas. »« Je prendrai en charge tous les frais médicaux de ta sœur, sans engagement. Aucun paiement requis. » La voix d'Alexander était douce mais ferme. « Ce que tu traverses, voir quelqu'un que tu aimes souffrir tout en te sentant impuissant à l'aider, je le comprends mieux que tu ne le penses. Pourquoi ?» chuchota Maya, les larmes commençant à couler sur son visage. « Pourquoi ferais-tu ça pour un inconnu ?» Alexander tendit la main et essuya doucement une larme sur sa joue. Parce que parfois, ce sont précisément les inconnus qui nous sauvent. Ce que Maya ignorait,
c'est qu'Alexander Blackwood avait un secret qu'il n'avait jamais partagé avec personne. 7 ans plus tôt, son jeune frère David avait reçu un diagnostic de cancer du cerveau rare. Alexander avait dépensé des millions en traitements expérimentaux, envoyé David chez des spécialistes du monde entier et épuisé toutes les options possibles. Mais l'argent ne pouvait pas acheter plus de temps, et David était mort à 24 ans. La culpabilité avait presque anéanti Alexander. Il était tellement concentré sur la construction de son empire qu'il avait manqué les signes de la maladie de David. Lorsque David lui a finalement parlé de ses maux de tête et de ses vertiges, il était trop tard pour que même le traitement le plus agressif puisse faire une différence. Alexander avait passé les 7 dernières années à chercher un moyen de se racheter pour son échec, à sauver la personne qui comptait le plus pour lui. Rencontrer Maya lui donnait l'impression que l'univers lui offrait une chance de rédemption. « Il y a une condition, » dit Alexander en lui tendant un mouchoir. « Je veux participer au traitement de Sophia. Je veux des nouvelles de ses médecins, et je veux la rencontrer. » Maya hocha la tête, toujours incrédule. « Bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. » Alexander resta silencieux un moment, puis se dirigea vers une étagère et en sortit une photo encadrée. On le voyait avec un jeune homme qui partageait ses cheveux noirs et ses yeux bleus. Tous deux riaient, couverts de peinture, debout devant, une fresque à moitié terminée. « Voici mon frère David, » dit doucement Alexander. « Il est mort il y a 7 ans d'un cancer du cerveau. J'avais tout l'argent du monde, mais je n'ai pas pu le sauver, car je n'ai su qu'il était malade que... trop tard. » Il posa la photo et regarda Maya droit dans les yeux. « Tu as quelque chose que je n'ai jamais eu, la chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. » Maya sentit son cœur se briser pour cet homme qui semblait tout avoir, mais qui avait perdu l'essentiel. « Je suis tellement désolé. »« Ne sois pas désolé, laisse-moi juste t'aider. » Alexander se rapprocha de Maya et elle vit la douleur et l'espoir se disputer dans son expression. « Laisse-moi faire pour Sophia ce que je n'ai pas pu faire pour David. » Ce qui se passa ensuite les surprit tous les deux. Au lieu de la transaction que Maya avait prévue, la soirée prit une toute autre tournure. Ils restèrent assis sur le canapé d'Alexander jusqu'à l'aube, racontant des anecdotes sur leurs frères et sœurs, leurs peurs et leurs rêves. Maya apprit qu'Alexander avait bâti son empire commercial non par cupidité, mais par un besoin désespéré de contrôler quelque chose après la perte de David. Il apprit que Maya avait renoncé à son rêve de devenir enseignante pour s'occuper de sa famille, et qu'elle écrivait de la poésie à ses heures perdues. Alors que le soleil se levait sur Central Park, projetant une lumière dorée à travers les immenses fenêtres, Maya ressentit une connexion qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement de la gratitude, même si elle était plus reconnaissante qu'elle ne pouvait l'exprimer. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Elle tombait amoureuse de l'homme qu'elle avait prévu d'utiliser. « Je devrais y aller », dit Maya en regardant Alexander préparer du café dans sa cuisine rutilante. « Sophia va se demander où je suis. Je te conduis à l'hôpital, » proposa Alexander. « J'aimerais la rencontrer, si tu veux bien. » Maya hocha la tête, le cœur battant. Elle avait raconté à Sophia l'abandon de leur père, les fois où elles avaient dû choisir entre les courses et l'électricité, toutes les épreuves qu'elles avaient à traverser. Mais comment expliquer Alexander? Comment annoncer à sa sœur qu'un milliardaire inconnu allait lui sauver la vie parce que Maya avait été prête à se vendre? Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit en silence, toutes deux perdues dans leurs pensées. Maya lançait des regards furtifs à Alexander, essayant de comprendre l'homme qui venait de changer sa vie. Il la surprit et sourit, et Maya ressentit des papillons dans le ventre qui n'avaient rien à voir avec la nervosité. Sofia Rodriguez était réveillée à leur arrivée, assise dans son lit, un carnet de croquis sur les genoux. Malgré sa maladie, elle était belle. Des cheveux noirs que Maya tressait chaque matin, des yeux marrons expressifs qui ne laissaient rien passer, et des mains d'artiste capables de créer de la beauté même dans la chambre stérile de l'hôpital. Maya, le visage de Sofia, s'illumina en voyant sa sœur, puis remarqua le grand et bel homme debout derrière elle. « Qui est ton ami » Maya sentit la bouche sèche. Elle avait imaginé ce moment pendant le trajet, mais maintenant qu'il était arrivé, elle ne savait pas par où commencer. « Sophia, voici Alexander Blackwood. Il va t'aider à payer tes frais médicaux. » L'expression de Sophia devint immédiatement suspicieuse. À 17 ans, elle avait suffisamment vu le monde pour savoir que les hommes riches n'aidaient pas les familles pauvres par pure bonté d'âme. Que veut-il en retour?
La franchise de la question fit rougir Maya, mais Alexander s'avança avec un sourire doux. « En fait, j'espérais que tu pourrais répondre à une question. Que dessines-tu » Sophia parut surprise par le changement de sujet, mais leva son carnet de croquis. « C'est Central Park au printemps. Je n'y suis jamais allé, mais j'en ai vu des photos. J'aime imaginer ce que l'on ressent sous ces grands arbres quand tout est vert et fleuri. » Alexander étudia le dessin et Maya perçut une sincère admiration dans son expression. Sophia avait capturé non seulement la beauté physique du parc, mais quelque chose d'éthéré, l'espoir, le possible, la promesse d'un renouveau. « Tu es incroyablement talentueuse, » dit Alexander, et Sophia rayonna du compliment. « Quand tu iras mieux, j'adorerais t'emmener, toi et Maya, voir la vraie vie. Tu pourrais peut-être m'apprendre à dessiner. J'ai toujours voulu apprendre. » Sophia regarda Maya avec de grands yeux, et Maya vit les murs de sa sœur commencer à s'effondrer. Alexander avait dit exactement ce qu'il fallait. Ne pas promettre que Sophia ira mieux, mais prévoir quand elle ira mieux. « Tu veux vraiment nous aider ?» demanda Sophia doucement. « Juste parce que... » Alexander prit une chaise et s'assit, se mettant à la hauteur de Sophia. « Puis-je te parler de mon frère David ?» Pendant l'heure qui suivit, Alexander raconta des anecdotes sur David. Comment il avait été un artiste comme Sophia, comment il adorait peindre des fresques murales dans la ville, comment il avait toujours vu la beauté dans les choses ordinaires. Il parla de la mort de David avec une honnêteté si crue que les deux sœurs se mirent à pleurer. « Je n'ai pas pu sauver David, car je ne savais pas qu'il avait besoin d'être sauvé avant qu'il ne soit trop tard, » conclut Alexander. « Mais tu as quelque chose que David n'avait pas. Une sœur qui t'aime assez pour déplacer des montagnes. Maya est venue me demander de l'aide, et t'aider me donne l'impression que la mort de David peut peut-être signifier quelque chose. » Sophia tendit la main et prit celle d'Alexander. « Merci, » murmura-t-elle. « Pas seulement pour l'argent, de m'avoir vu comme une personne, pas comme un enfant malade. » Maya observa l'échange, les larmes aux yeux. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Elle aurait dû se détester pour ce qu'elle avait accepté de faire. Au lieu de cela, elle voyait un homme qu'elle connaissait à peine traiter sa sœur avec plus de gentillesse que leur propre père ne l'avait jamais fait. Le docteur Peterson fut d'abord sceptique lorsque Maya revint le lendemain avec Alexander et un chèque certifié de 500 000 $, largement suffisant pour couvrir le traitement de Sophia et les complications éventuelles. Ce n'est que lorsqu'Alexander produisit une lettre de son avocat, confirmant la légitimité des fonds, que le médecin crut vraiment à ce qui se passait. « Nous pouvons commencer le traitement immédiatement », déclara le Dr Peterson à déclarer, son enthousiasme à peine contenu. « Grâce à ce financement, nous pouvons utiliser le protocole le plus agressif disponible. Les chances de Sophia se sont considérablement améliorées. Sophia a commencé son traitement 3 jours plus tard. La chimiothérapie a été brutale. Elle a perdu ses beaux cheveux en 2 semaines et passait la plupart de ses journées trop faibles pour faire autre chose que dormir. Mais Maya était là pour chaque rendez-vous, chaque examen, chaque moment de douleur et d'espoir. Et Alexander aussi. Tout a commencé par des visites quotidiennes qu'il prétendait nécessaires pour contrôler son investissement. Mais Maya voyait la vérité. Alexander était séduit par le courage et l'esprit vif de Sophia, comme tous ceux qui la rencontraient. Il lui apportait du matériel d'art, des livres et des histoires sur le monde extérieur. Quand Sophia était trop malade pour dessiner, il s'asseyait à côté d'elle et lui décrivait la ville changeant au fil des saisons. « Parle-moi des gens du parc », murmurait Sophia dans ses pires jours. « Fais-les vivre. » Alexander inventait des histoires complexes sur les joggeurs, les promeneurs de chiens et les musiciens de rue, leur donnant des noms, des histoires et des rêves. Sophia fermait les yeux et souriait, perdue dans ses mots. Maya se surprit à attendre les visites d'Alexander avec presque autant d'impatience que Sophia. Elle tombait chaque jour un peu plus amoureuse de lui, mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que leur relation était bâtie sur un mensonge. Il pensait sauver Sophia par culpabilité et par générosité. Il ignorait que Maya avait initialement prévu de se servir de lui. 6 semaines après le début du traitement, l'état de Sophia prit un tournant dramatique. Son taux de globules blancs s'effondra et elle développa une grave infection qui la conduisit aux soins intensifs. Maya vivait pratiquement à l'hôpital, survivant grâce à la nourriture des distributeurs automatiques et à 3 heures de sommeil par nuit. Alexander la trouva dans la salle d'attente des soins intensifs
à 2 heures du matin, toujours vêtu, des mêmes vêtements qu'avant-veille. Ses cheveux étaient emmêlés, ses yeux rougis par l'épuisement, et elle fixait le sol avec l'expression vide de quelqu'un au bout du rouleau. « Maya, » dit doucement Alexander en s'asseyant à côté d'elle, « c'est quand la dernière fois que tu as mangé quelque chose ?»« Je ne peux pas, » murmura Maya. « Et s'il se passe quelque chose pendant mon absence? Et si elle se réveille et que je ne suis pas là ?» Alexander lui prit doucement la main. « Sophia dort. Les infirmières appelleront si quelque chose change. Tu dois prendre soin de toi. Je ne peux pas la perdre. » La voix de Maya se brisa. « Elle est tout ce que j'ai. Si elle meurt, je ne sais pas comment je vais. »« Salut ?» Alexander tourna son visage vers lui. « Sophia est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle va se battre et elle va gagner. Mais elle a besoin que tu sois forte aussi. » Maya regarda Alexander dans les yeux et y vit sa propre douleur se refléter. « Tu penses à David. Tous les jours. » Le pouce d'Alexander caressa ses phalanges. « Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, on l'a détecté tôt. Cette fois, on a les meilleurs médecins et le meilleur traitement. Cette fois, l'amour suffira. » Ce soir-là, Alexander emmena Maya dans son appartement et lui fit couler un bain chaud pendant qu'il commandait à manger à son restaurant thaïlandais préféré. Tandis que Maya se baignait dans une eau parfumée à la lavande et au miel, elle entendait Alexander au téléphone avec le docteur Peterson, exigeant des nouvelles et posant des questions détaillées sur le traitement de Sophia. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain vêtue d'une chemise d'Alexander, elle le trouva dans son bureau entouré de revues médicales et d'articles de recherche sur les traitements contre la leucémie. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Maya. « J'essaie de comprendre tous les aspects de l'état de Sophia, » répondit Alexander sans lever les yeux. « Je veux m'assurer que le docteur Peterson utilise les protocoles les plus récents. J'ai contacté des spécialistes de Johns Hopkins et du MD Anderson pour obtenir un deuxième avis. » Maya le regarda avec stupéfaction. Cet homme, capable d'acheter et de vendre des entreprises d'un simple coup de fil, veillait toute la nuit à faire des recherches sur la maladie de sa sœur, tel un étudiant en médecine qui prépare ses examens. « Alexander, » dit Maya doucement, « regarde-moi. » Il leva les yeux du journal qu'il lisait, et Maya vit l'épuisement et l'inquiétude se lire sur chaque trait de son visage. « Tu vas la sauver, » dit Maya avec une certitude absolue. « Pas seulement avec ton argent, avec ça. » Elle désigna les documents étalés sur son bureau. « Avec ton cœur. » Alexander se leva et se dirigea vers Maya. « Je ne peux pas perdre une autre personne que j'aime, » dit-il doucement. « Je n'y survivrai pas. » Le cœur de Maya s'arrêta. « Une autre personne que tu aimes. » Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de révéler. « Maya, Elle le fit taire d'un baiser au goût de larmes, d'espoir et de promesses de lendemain. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respirèrent fort. « Je t'aime aussi, » murmura Maya contre ses lèvres. « Je t'aime depuis cette première nuit, et ça me terrifie. » « Pourquoi ça te terrifie ?» Maya se recula, incapable de le regarder dans les yeux. C'était l'heure de vérité. Elle pouvait continuer à mentir, laisser Alexander croire que leur rencontre était un heureux hasard et non un calcul, ou elle pouvait lui dire la vérité et risquer de perdre le seul homme qu'elle ait jamais aimé. « Parce que tu ne sais pas pourquoi j'étais vraiment dans ce bar, » dit doucement Maya. Maya raconta tout à Alexander. Elle lui raconta ses recherches, son projet de lui faire des avances, le calcul froid derrière ce qu'il avait cru être une histoire d'amour fortuite. Elle lui expliqua qu'elle était allée au bar avec l'intention de se vendre pour sauver Sophia, et que sa gentillesse avait complètement fait capoter son plan. Alexander écouta en silence, son expression devenant plus distante à chaque mot. Lorsque Maya eut terminé, le silence s'étendit entre eux comme un océan. « Alors tout entre nous, » dit finalement Alexander, « a commencé par ton projet de m'utiliser. »« Oui, » murmura Maya, les larmes aux yeux. « Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que je ressens pour toi maintenant, c'est réel. Cela ne fait partie d'aucun plan. » Alexander s'approcha de la fenêtre et contempla les lumières de la ville. Maya regarda ses épaules se soulever et s'abaisser à chaque respiration et se prépara à son départ. « Tu sais ce qui est le pire ?» demanda Alexander sans se retourner. Maya se prépara. « Quoi ? Que tu crois devoir faire une chose pareille ? Que tu crois que personne n'aiderait Sophia simplement parce qu'elle le méritait ?» Alexander se tourna vers Maya et elle fut surprise de lire de la douleur plutôt que de la colère dans ses yeux. «
que tu aies vécu dans un monde où la gentillesse est si rare que tu ne pouvais imaginer que quelqu'un t'aide sans attendre quelque chose en retour. Maya le fixa choquée. « Tu n'es pas en colère ?»« J'ai le cœur brisé, » répondit Alexander. « Pas parce que tu comptais te servir de moi. J'ai le cœur brisé parce que personne dans ta vie ne t'a appris que tu méritais d'être aidé simplement parce que tu existais. » Maya s'affala sur une chaise, bouleversée par sa réponse. Elle s'était préparée à la colère, aux accusations, au rejet. Elle ne s'était pas préparée à la compréhension. « Mon père est parti quand Sofia avait 5 ans, » dit Maya doucement. « Ma mère s'est tuée à la tâche pour subvenir à nos besoins. Je m'occupe de Sofia depuis mes 14 ans. Personne n'a jamais pris soin de moi. » Alexander s'agenouilla devant sa chaise et lui prit les mains. « Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. Laisse-moi t'aimer comme tu le mérites. Même en sachant que j'avais l'intention de... Surtout en sachant ça. » La voix d'Alexander était féroce. « Comprends-tu ce que signifie être prêt à tout sacrifier, même toi-même, pour sauver Sofia? Comprends-tu combien ce genre d'amour est rare ?» Maya le regarda dans les yeux et n'y vit que vérité et tendresse. « Je ne sais pas comment laisser quelqu'un s'occuper de moi. On trouvera une solution ensemble. » Alexander sourit et Maya sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine pour la première fois depuis des années. « Mais d'abord, il faut retourner à l'hôpital. Sofia va bientôt se réveiller et elle va vouloir te voir. » L'infection de Sofia s'est résorbée après 3 jours supplémentaires aux soins intensifs, mais la crise avait fait des ravages. Elle était plus faible qu'avant, et les médecins avaient prévenu que sa guérison serait plus lente que prévu. Au lieu du traitement agressif qu'ils avaient prévu, Sofia aurait besoin d'une approche plus douce qui prolongerait son traitement de plusieurs mois. Plus de temps à l'hôpital, dit Sofia avec une joie forcée lorsque le docteur Peterson lui expliqua le nouveau calendrier. Quelle chance! Mais Maya voyait la peur dans les yeux de sa sœur. Sofia craignait que le traitement plus long ne réduise ses chances de survie, au lieu de les améliorer. « En fait, » dit Alexander en apparaissant sur le seuil, avec un fauteuil roulant et un sourire malicieux, « j'espérais que vous seriez intéressé par une sortie scolaire. » Le docteur Peterson avait autorisé Sofia à quitter l'hôpital quelques heures, à condition qu'elle porte un masque et évite la foule. Alexander avait prévu la sortie idéale, une visite privée du Metropolitan Museum of Art après la fermeture. Les yeux de Sofia s'illuminèrent lorsqu'elles entrèrent dans les galeries vides du musée. Pour la première fois depuis des mois, elle ressemblait à une adolescente normale, plutôt qu'à une patiente atteinte d'un cancer. Elle passait d'une peinture à l'autre avec une énergie que Maya n'avait pas vue depuis le diagnostic. « Comment avez-vous organisé cela ?» demanda Maya à Alexander, tandis qu'elle regardait Sofia esquisser un nénuphar de monnaie. « L'argent ouvre des portes, » répondit Alexander. « Mais la voir sourire comme ça, c'est inestimable. » Ils passèrent 3 heures au musée, Sofia remplissant un carnet de croquis entiers, de dessins inspirés des œuvres d'art qui l'entouraient. De retour à l'hôpital, elle s'endormit, serrant ses dessins dans ses bras et souriant. « Elle ira bien, » dit Maya tandis qu'il regardait Sofia dormir. « Je le sens. »« Elle ira plus que bien, » répondit Alexander. « Elle sera extraordinaire. » Le rétablissement de Sofia fut lent mais régulier. Son taux de globules blancs s'améliora progressivement et au 4e mois de traitement, elle passait plus de temps hors du lit qu'au lit. Elle s'était remise à peindre des portraits à l'aquarelle des infirmières et des médecins qui étaient devenus sa seconde famille. Maya avait emménagé chez Alexander, même si elle passait encore la plupart de son temps à l'hôpital. Alexander avait transformé l'une de ses chambres d'amis en atelier pour Sofia, avec des chevalets professionnels, des centaines de tubes de peinture et des fenêtres orientées au nord qui laissaient entrer une lumière naturelle parfaite. « Pour quand tu seras prête à rentrer ?» avait dit Alexander à Sofia en lui montrant l'atelier. « C'est ma maison maintenant ?» avait demandé Sofia, le regard alternant entre Maya et Alexander. « Si tu veux » avait répondu Alexander. « Ta sœur et moi, nous sommes une famille maintenant. Ça fait de toi une famille aussi. » Sofia avait fondu en larmes et avait serré Alexander si fort dans ses bras que Maya avait cru qu'elle ne le lâcherait jamais. C'est par une soirée neigeuse de mars, presque 4 mois après leur rencontre, qu'Alexander a demandé sa main, en mariage, non pas à Maya mais à Sofia. « J'ai une question pour vous deux, » dit Alexander alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'hôpital de Sofia, regardant la neige tomber par la fenêtre. « Sofia, que dirais-tu de nous marier? Avec Maya ?» Le pinceau de Sofia s'arrêta net. « Tu me demandes ma permission ?»
Je te demande ta bénédiction, répondit Alexander avec sérieux. Tu es la personne la plus importante dans la vie de Maya. Si tu n'approuves pas, alors je n'ai pas le droit de l'épouser. Sofia posa son pinceau et observa attentivement le visage d'Alexander. À 17 ans, elle avait une âme d'enfant et un sens artistique de la vérité. L'aimes-tu? Plus que je ne l'aurais cru possible. Prendras-tu soin d'elle? Vraiment, pas seulement lui acheter des choses? Sourit Alexander. Ta sœur a pris soin de tout le monde, toute sa vie. Je veux passer le reste de ma vie à m'occuper d'elle. Sofia regarda Maya figée sur sa chaise. Maya, tu l'aimes? Maya retrouva sa voix. Oui, tellement que ça me fait peur. Sofia sourit et frappa dans ses mains de la peinture éclaboussant sa blouse d'hôpital. Alors oui, tu as ma bénédiction, mais je serai demoiselle d'honneur et je créerai les faire-part de mariage. Alexander rit et sortit une petite boîte en velours de sa poche. J'espérais que tu dirais ça. Il s'agenouilla près de la chaise de Maya et ouvrit la boîte pour révéler une bague art déco vintage ornée d'une émeraude parfaite entourée de diamants. Maya Rodriguez, dit Alexander, la voix tremblante d'émotion. Veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu t'aimer, toi et Sofia, et la famille que nous créerons ensemble pour le restant de mes jours? Maya regarda la bague, puis le visage plein d'espoir d'Alexander, puis Sofia qui sautillait d'excitation dans son lit d'hôpital. 6 mois plus tôt, elle était une jeune fille désespérée, prête à se vendre pour sauver sa sœur. Maintenant, on lui offrait une histoire d'amour dont elle n'aurait jamais osé rêver. Oui, murmura Maya, puis plus fort. Oui, bien sûr, oui. Alors qu'Alexander glissait la bague à son doigt, Maya sentit ses derniers remparts s'effondrer. Elle n'était plus seule. Elle n'avait plus peur. Elle était aimée, totalement et inconditionnellement, par l'homme le plus extraordinaire qu'elle ait jamais connu. Le rétablissement de Sofia s'accéléra considérablement après la demande en mariage d'Alexander, comme si avoir un projet joyeux à réaliser lui avait donné la force de lutter plus fort. En mai, elle était en rémission et pouvait quitter l'hôpital définitivement. Les médecins l'avaient prévenue qu'elle aurait besoin d'un suivi régulier pendant les 5 prochaines années, mais son pronostic était excellent. Maya et Alexander se marièrent en juin lors d'une petite cérémonie à Central Park, au milieu des arbres dont Sofia avait rêvé. Sofia avait en effet conçu les faire-part de mariage, des aquarelles représentant le parc au printemps, si belles que plusieurs invités demandèrent s'ils pouvaient les garder. Sofia était demoiselle d'honneur, ses cheveux commençant à repousser en boucles souples. Elle avait pris du poids et des couleurs, et l'éclat de ses yeux était revenu. Lors de son discours de demoiselle d'honneur, elle fit pleurer tout le monde en évoquant comment Maya avait été prête à tout sacrifier pour elle et comment Alexander leur avait montré à tous les deux ce qu'était le véritable amour. « Ma sœur m'a appris que l'amour, c'est être prêt à tout abandonner pour quelqu'un d'autre », dit Sofia en regardant Maya et Alexander droit dans les yeux. « Mais vous m'avez appris que le plus bel amour ne demande pas de sacrifice. Il suffit d'être présent l'un pour l'autre chaque jour. » Maya et Alexander passèrent leur lune de miel en Italie, mais ils écourtèrent leur séjour au bout d'une semaine, Sofia leur manquant trop. À leur retour, ils découvrirent que Sofia avait peint une fresque dans leur chambre, une reproduction de la scène de Central Park tirée de ses croquis à l'hôpital. Mais celle-ci représentait 3 personnages assis sous les arbres. Un homme, une femme et une fille, tous rieurs. 2 ans après cette nuit de désespoir à l'hôtel Plaza, Maya se tenait dans la galerie d'art, où les peintures de Sofia étaient présentées pour sa première exposition personnelle. À 19 ans, Sofia avait été acceptée à la prestigieuse Parsons School of Design et était saluée comme l'une des jeunes artistes les plus prometteuses de New York. La pièce maîtresse de son exposition était une série de peintures intitulée « Recovery », des œuvres abstraites qui capturaient en quelque sorte le cheminement du désespoir vers l'espoir. Les tableaux se vendaient plus vite que la galerie ne pouvait les estimer, les collectionneurs reconnaissant qu'ils assistaient à la naissance d'un talent majeur. « Elle est extraordinaire », murmura Alexander à l'oreille de Maya tandis qu'ils regardèrent Sofia charmer un groupe de critiques d'art par ses réflexions, de la couleur et de la forme. « Elle l'a toujours été », répondit Maya. « Il lui fallait juste une chance de le montrer. » Maya avait terminé ses études de lettres et enseignait désormais l'anglais au lycée. Elle adorait son travail, mais plus que tout, elle aimait la vie qu'elle avait construite avec Alexander et Sofia. Ils étaient devenus une famille à tous égards.
J'ai des nouvelles, dit Maya, en se tournant vers Alexander avec un sourire qui fit battre son cœur. Quel genre de nouvelles? Maya lui prit la main et la posa sur son ventre encore plat. Le genre qui signifie que Sophia va être tante. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. Tu es sûr? J'en suis sûr. Maya rit, tandis qu'Alexander la soulevait et la faisait tourner. Docteur Martinez l'a confirmé ce matin. On va avoir un bébé, Alexander. De l'autre côté de la galerie, Sophia leva les yeux de sa conversation avec un acheteur potentiel et vit Alexander faire tournoyer Maya. Même de loin, elle pouvait lire la joie sur leur visage. Elle s'excusa et se précipita vers eux. « Que se passe-t-il? Pourquoi pleurez-vous et riez-vous tous les deux ?» demanda Sophia. Maya sourit à sa sœur. « Ça te fait quoi d'être tante, Sophia ?» s'exclama Sophia de joie, attirant les regards de tous les spectateurs. Elle serra Maya et Alexander dans ses bras, et Maya ressentit la même gratitude immense que celle qu'elle avait éprouvée cette première nuit à l'hôpital, lorsqu'Alexander avait promis de sauver la vie de sa sœur. 5 ans après être entrée au Plaza Hotel, Maya se tenait au même endroit, sa fille de 3 ans, Elena, endormie, dans ses bras. Alexander était à ses côtés, tenant la main de leur fils de 18 mois, David, prénommé en l'honneur de son oncle qu'il ne rencontrerait jamais, mais dont l'héritage perdurait dans l'amour qui avait uni ses parents. Sophia, désormais, artiste à succès et propriétaire de sa propre galerie, était venue de Paris, où elle étudiait auprès d'un maître peintre. Elle était en bonne santé, pleine de vie, et profondément amoureuse d'un autre artiste nommé Luca, qui la traitait comme le trésor qu'elle était. « Tu penses parfois à cette nuit-là » demanda Sophia tandis qu'elle traversait Central Park, regardant Elena trottiner entre les arbres qu'elle avait peints depuis son lit d'hôpital. « Tous les jours » répondit Maya. « Non pas avec regret, mais avec gratitude. Tout ce que nous avons vécu a commencé avec ce moment de désespoir. Tu sais ce que je pense ?» dit Sophia en s'arrêtant pour cueillir un pissenlit pour Elena. Je crois que l'univers attendait que tu sois assez courageux pour demander de l'aide. Papa nous a toujours appris qu'il fallait prendre soin de soi, car personne d'autre ne le ferait. Mais cette nuit-là, tu as appris que parfois le monde est que rempli de gens qui attendent de l'aide. Il suffit d'avoir le courage de les laisser faire. Alexander, qui écoutait leur conversation, en courant après David autour d'une fontaine, les rejoignit, leur fils sur les épaules. « Ta sœur est très sage, » dit-il à Maya. « Elle l'a toujours été, » répondit Maya en tendant la main pour embrasser son mari, tandis que leurs enfants jouaient au soleil. Alors qu'ils continuaient leur promenade dans le parc, Maya repensa au chemin qui les avait menés à ce moment. Elle avait commencé cette nuit désespérée de décembre en croyant que l'amour exigeait des sacrifices, que sauver Sophia signifiait se détruire. Au lieu de cela, elle avait appris que le véritable amour se multiplie au lieu de diminuer, qu'être assez vulnérable pour demander de l'aide était la chose la plus courageuse qu'elle puisse faire, et que parfois, ceux qui semblent tout avoir sont ceux qui ont le plus besoin d'amour. Alexandre avait trouvé la rédemption pour son échec à sauver David en aidant Sophia. Maya avait trouvé la famille dont elle n'avait jamais osé rêver. Sophia avait trouvé non seulement la guérison physique, mais aussi la chance de partager ses talents artistiques avec le monde. Tout avait commencé par la volonté désespérée d'une femme de tout sacrifier pour un être cher. 10 ans après cette nuit fatidique, la Fondation Blackwood avait financé des soins médicaux pour plus de 500 familles confrontées à une maladie grave. Maya, directrice de la Fondation, s'appuyait sur sa propre expérience pour identifier les familles qui avaient besoin d'aide et ne savait pas comment la demander. Sophia était devenue l'une des artistes les plus célèbres de sa génération, sa série Recovery étant exposée dans les musées du monde entier. Elle et Lucas s'étaient de marier et attendaient leur premier enfant, une fille qu'ils prévoyaient de prénommer Maya. Alexander était passé d'un homme poussé par la culpabilité et le besoin de tout contrôler à quelqu'un qui comprenait que la réussite la plus significative résidait dans l'utilisation de ses ressources pour aider les autres. Il dirigeait toujours son empire commercial, mais sa véritable passion était le travail de la Fondation. Maya racontait souvent leurs rencontres aux familles qu'elle aidait grâce à la Fondation, soulignant toujours que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais un acte d'amour. Elle leur racontait la nuit où elle était entrée dans un bar d'hôtel avec l'intention de se sacrifier,
et comment elle avait finalement trouvé le salut pour toute sa famille. L'amour ne nécessite pas de se détruire, disait Maya à d'autres frères, sœurs et parents désespérés. Le véritable amour, celui qui change tout, exige d'avoir le courage de se laisser aimer en retour. Et dans Central Park, où l'on pouvait souvent voir 3 silhouettes se promener parmi les arbres, parfois avec des enfants qui couraient devant, parfois avec un chevalet et des peintures, toujours avec le contentement tranquille de ceux qui avaient retrouvé le chemin de la maison, les pissenlits continuaient de pousser, prouvant que même au milieu du béton et de l'acier, l'espoir pouvait prendre racine et s'épanouir au-delà des rêves les plus fous.